Jusqu'à 13h30, les midis de culture. Nicolas Herbeau, Géraldine Mosna-Savoie. Notre rencontre quotidienne, c'est une conversation à trois voix avec notre invité. Ce midi, il est écrivain. La critique le présente souvent comme l'un des plus grands auteurs du roman noir français, car il a trouvé son style, une écriture crue, puissante, ciselée, qui aime prendre son temps pour décrire et contempler, restituer des atmosphères, des paysages et même des époques, puisqu'il s'est aventuré aussi dans l'écriture de romans plus historiques. Il revient aujourd'hui avec son 15e livre qui, après nous, vivrait aux éditions Payot et Rivage, dans la collection Rivage Noir. Il nous embarque dans un monde en plein effondrement. Bonjour Hervé Lecor. Bonjour. Bienvenue dans les Midis de Culture. Merci. En 4e de couverture de votre livre, Hervé Lecor, on lit « Un soir, au milieu du 21e siècle, tout s'éteint. On croit à une panne ou à une coupure d'électricité, comme il peut s'en produire souvent dans un monde finissant, en proie aux pénuries, aux crises, aux pandémies. Mais cette fois, le courant ne revient pas et le chaos s'installe. » On a l'impression que vous allez nous raconter la fin de notre monde et la fin de l'électricité, mais en réalité, la fin de l'électricité, c'est simplement un des symptômes de cet effondrement. Vous allez beaucoup plus loin. La fin de l'électricité, l'extinction des feux, en quelque sorte, c'est évidemment la grosse métaphore qui tâche, mais qui symbolise du coup la fin d'un monde, la fin d'une forme de civilisation qu'on pourrait qualifier de type occidental, civilisation industrielle, capitaliste, avec sa surconsommation, sa surproduction, etc. Tout ce qu'on connaît en fait aujourd'hui, mais qui là, poussé à son paroxysme, ne peut plus durer plus longtemps. Avec en plus le contexte précis de l'extinction de cette extinction des feux, c'est quand même un début c'est un peu le début de la fin, c'est-à-dire qu'on a des pénuries, on a des tickets de rationnement, on a sur le plan politique des régimes de plus en plus autocratiques, autoritaires, on a un contrôle de la misère des pauvres, un contrôle social de plus en plus strict, de plus en plus impitoyable. Donc c'est cette espèce de contexte dans lequel j'ai en quelque sorte radicalisé les tendances actuelles, en tout cas telles que moi je les ressens, et qui font qu'évidemment à ce moment-là, cette extinction devient à peu près imparable. On va rentrer dans ce monde futuriste que vous avez imaginé, mais est-ce que, puisque vous parlez du monde futur, est-ce que vous avez l'impression que c'est plutôt un retour en arrière, justement, la fin de cette énergie, de l'électricité, et peut-être, oui, un retour à, je sais pas, à des siècles passés? Oui, c'est probablement, en tout cas, ça autorise, en tout cas dans mon imagination, ça autorise le retour à des comportements, à des terreurs archaïques. Et archaïque, ça signifie que du coup l'humanité ou le sentiment humain tel qu'il a pu se construire au fil des siècles n'a plus de valeur, et que on ne raisonne plus, en tout cas les êtres humains qui subsistent ne raisonnent plus qu'en termes de prédation, et qu'on n'a plus que des victimes et des prédateurs. Les victimes, certains essayant d'échapper aux attaques, et les autres se contentant de profiter de la situation, d'essayer d'en tirer un dernier profit, mais un profit du coup extrêmement violent, extrêmement cruel et barbare. Oui, c'est le retour aussi c'est le retour où c'est le développement d'un certain nombre de barbaries, oui. Est-ce que c'est inéluctable d'aller vers ce type de récit en tant qu'écrivain, ou peut-être même en tant que citoyen, récit de fin de monde? Est-ce que vous vivez, vous, cette angoisse du dérèglement climatique, qu'allons-nous devenir? Non, sans parler d'angoisse, alors angoisse et inquiétude, je vais pas jouer sur les mots parce que ça serait un peu spécieux, mais disons que la situation actuelle telle que je la vois, en tout cas, c'est évidemment un ressenti personnel. C'est pas un roman didactique, c'est pas un roman à solution, c'est pas non plus un reportage. Mais la situation actuelle telle que je la ressens, telle que je ressens sa déchéance, telle que je ressens son aggravation, tend vers ça. Après, en tant que romancier,
ce qu'on peut imaginer les jours de désespoir ou d'inquiétude extrême quand on écarte les analyses politiques rationnelles qu'on pourrait faire. Là, du coup, ça devient puissamment romanesque. C'est-à-dire qu'on a tout d'un coup l'apparition de situations que je pourrais qualifier d'extravagantes, d'inimaginables, justement, jusque-là, et qui donnent lieu, du coup, à la fabrication de récits, à la mise en situation de personnages, parce que ce qui m'intéresse avant tout quand j'écris, que ce soit ça ou les romans noirs que j'ai pu écrire par ailleurs, c'est d'abord des personnages. J'ai l'impression d'écrire surtout ce genre de romans, des romans de personnages, avec des gens que je mets des gens que je mets en face de situations face auxquelles ils ne savent pas comment réagir, et la plupart du temps ils réagissent mal ou à côté. Et dans le meilleur des cas, ils essaient de sauver leur peau. Voilà, c'est à peu près ça l'idée. Frères humains, qui après nous vivez, n'ayez les cœurs contre nous endurcis, car si pitié de nous pauvres avez, Dieu en aura plutôt de vous merci. Si vous clamons frères, pas n'en devez avoir dédain, quoique fûmes oxy par justice. Toutefois, vous savez que tous hommes n'ont pas bon sens rassis. Excusez-nous, puisque sommes transis envers le Fils de la Vierge Marie. Que sa grâce ne soit pour nous tarie, nous préservant de l'infernale foudre. Nous sommes morts. Amenez-nous Harry, mais priez Dieu que tous nous veuillent absoudre. Avant de rentrer dans le texte de votre roman, Hervé Lecor, qui après nous vivrait, arrêtons-nous sur ce titre, puisque ce titre est inspiré du roman que l'on vient d'entendre, du poème que l'on vient d'entendre, La Ballade des Pendus de François Villon, lecture de Jean Deschamps. Poème qui donne une atmosphère très particulière, une ambiance aussi très particulière. Alors au-delà de la rédemption, un thème fort de ce roman et de ce poème, décidément, et la référence religieuse, il y a quelque chose de très lourd. Qu'est-ce qui vous a inspiré dans ce texte et pourquoi avoir donné ce titre-là ? D'abord, j'avais en mémoire le premier vers, Frères humains qui après nous vivaient. Et je trouvais dans ce poème en plus cette espèce de prise de parole des morts, quelque chose d'assez terrible, quelque chose d'assez, et en même temps l'ironie. Enfin, je suis toujours sensible, et là je viens encore d'entendre l'ironie de Villon, c'est-à-dire que on a l'impression que son poème est une espèce de prière à l'envers, ironique, qui oui, bon, on prie parce qu'il faut bien le faire, mais finalement, on s'en fiche un peu, maintenant qu'on est mort. Bon, après, donc le premier vers, je l'avais en tête, je l'avais sur ma liste de titres que je cherchais. Peu importe le texte qui allait avec. Non, mais là, en l'occurrence, ma liste de titres pour ce livre-là, parce que j'en étais à peu près à la fin, et comme toujours, j'étais sans titre. J'avais un nom de code sur mon ordinateur, et puis c'est tout, un truc idiot. Et là, je l'avais mis, et à un moment donné, l'idée de le conjuguer au futur, justement, puisque j'imagine une dystopie, l'idée m'est venue, et derrière, le côté un peu funèbre, l'espèce d'ironie funèbre de Villon, je dis que je ne trahissais ni mon bouquin ni le poème de Villon finalement en conjuguant ça au futur. Il y a moins d'ironie évidemment dans mon bouquin que dans le poème de Villon, ça c'est le moins qu'on puisse dire, mais bon voilà, et c'est venu comme ça. C'était dès lors que je me suis arrêté sur ce titre, j'ai dit bon, c'est celui-là et ça sera pas un autre, et je n'hésitais plus. Mais c'est intéressant que vous entendiez de l'ironie dans ce poème de Villon. Alors peut-être que c'est la lecture aussi qu'on entend qui est assez solennelle. Oui, c'est possible aussi. Voilà, qui donne effectivement une forme d'esprit de sérieux où on ne perçoit pas vraiment le sous-entendu ou l'ironie, en tout cas la mise à distance. En quoi ça vous semble ironique de s'adresser aux morts
de parler depuis la mort et de s'adresser aux générations d'après. Il y a quelque chose plutôt de très grave, il n'y a pas de distance en fait. Ah, moi, je trouve ça très insolent comme poème. Ah oui ? Oui. Cette mise en demeure faite aux vivants de prier pour la mémoire des morts. Et si pitié de nous, pauvres avez, Dieu en aura de vous aussi. Merci. Il y a une... Attention à vous quand même, ne nous oubliez pas. Mais il y a une... C'est pour ça que il y a quelque chose... mise en garde, attention à vous, sinon on va vous tomber dessus. Ouais, il y a quelque chose... Enfin, connaissant un petit peu par ailleurs je ne suis pas du tout un spécialiste de Villon, mais connaissant un petit peu ce qu'il a été comme bonhomme, c'est l'insolence qu'a été sa vie quand même, cette espèce de vie dans le refus, dans une certaine marginalité pour l'époque, etc. Je trouve que ça résume assez bien, oui, justement, cette insolence dont il pouvait faire preuve par moments. Ouais. Mais que vous n'avez pas, pareil. Ah non, moi non. Mais bon, j'ai juste détourné le premier vers pour mon intérêt personnel. Et le roman s'intitule donc « Qui après nous vivrait ?» Hervé Lecor, il vient de paraître aux éditions Payot Rivage dans la collection Rivage Noir. Noir parce que effectivement vous nous décrivez ce monde utopique très sombre. Alors on a hésité entre dystopie, uchronie. Vous avez choisi comment vous qualifiez le genre de votre roman? C'est plutôt une dystopie. Après je suis pas le roi du vocabulaire en l'occurrence, mais oui, plutôt ça. Il y a un point de départ historique. Je vais essayer de raconter l'histoire parce que effectivement vous avez parlé des personnages. Il y a de très nombreux personnages, mais le récit se concentre sur 4 générations de femmes. D'abord Rebecca et sa fille Alice, puis la fille et la petite fille d'Alice, qui sont Nour et Clara, et le livre alterne entre des chapitres qui se déroulent à 2 époques différentes, en 2050 et 70 ans plus tard, en 2120. Et le point de départ, je disais qu'il y a un point de départ historique, c'est celui d'aujourd'hui, puisque les premiers personnages qu'on rencontre, en tout cas dans la chronologie, ce sont ceux qui sont en 2050 et qui sont donc nés à peu près à l'époque que nous vivons aujourd'hui. C'est le cas de Rebecca, et c'est surtout le point de départ de cet effondrement, puisque très rapidement on se rend compte que vous nous racontez pas ce moment de bascule, on entre dans le livre et le monde est déjà effondré, et en tout cas en train de s'effondrer, puisque le compte à rebours a commencé. Au 2e chapitre, on lit très clairement le point de non-retour climatique a été officiellement franchi en 2032, et ça c'est effectivement cette première époque. Qu'est-ce qui se passe exactement? Quel est ce monde qui est en train de s'effondrer et à quoi fait-il face? Le monde qui est en train de s'effondrer, c'est ce que je disais un petit peu tout à l'heure, il est en train de s'effondrer dans mon imagination, dans l'imagination de ce récit depuis quelques années. Des pandémies, vous l'avez un peu dit en rappelant la carte de couve, des pandémies, des guerres, des pénuries alimentaires, des régimes autoritaires qui font que l'espérance, ne serait-ce que démocratique, je ne parle même pas de révolutionnaire, mais l'espérance démocratique est elle-même perdue. Et du coup, c'est tout ça qui est en train de se déliter lentement, avec sans qu'on arrive à trouver le moindre contrepoison, la moindre alternative capable de provoquer une bifurcation quelconque. Donc c'est un peu ça, tout ça qui se casse la figure à ce moment-là, et qui a son point de cassure, de rupture lors de cette fameuse panne immense. Et en plus, j'imaginais, c'est une panne électrique parce que ça permet sur le plan romanesque, de l'économie du roman, ça permet de mettre fin à tout ce qui est réseau, communication informatique, y compris même connexion des productions d'électricité, même les alternatives, même les éoliennes, même les panneaux solaires, même les parcs solaires, n'étant plus connectés entre eux, n'ont plus aucun effet. Et donc j'imaginais un peu tout ça, métaphoriquement, c'est la nuit qui s'installe.
C'est effectivement votre imagination qui crée ce monde futur qui est à quelques dizaines d'années de nous, en tout cas si on prend la première époque que vous nous racontez. Il y a quelque chose, je sais pas, peut-être une forme de volonté de vouloir être vraisemblable, parce que quand vous nous racontez ces pandémies qui déciment des centaines de millions de morts dans le monde, quand vous nous décrivez aussi ces endroits qui ont été calcinés, ces gigantesques feux de forêt, il y a des choses que l'on presque a pu vivre ces dernières années, que l'on vit tous les étés, notamment, je pense, aux Landes qui ont brûlé en France il y a quelques mois. Il y a cette volonté de montrer qu'en fait, on y est presque. Oui, je crois qu'on y est presque. Mais le mot important dans cette phrase, c'est le presque. Et c'est là que se situe probablement le petit espace d'espérance de la fameuse bifurcation à laquelle je pense. Mais et c'est curieux, vous parlez des incendies. J'ai écrit toute la scène de la forêt calcinée avant les incendies qu'on a connus dans ma région, dans les Landes, là-bas. Et j'étais très très troublé de voir tout d'un coup ces incendies se déchaîner. Moi qui les avais vus en Australie, par exemple, c'est là qu'on avait eu les précédents grands incendies. Et là, tout d'un coup, c'était à 20 kilomètres, quoi. Et oui, ou 20 ou 50 kilomètres. Et ça, c'était très, très... J'ai écrit ça il y a quelques mois, et voilà que ça se réalise. Vous avez eu l'impression d'être un prophète, ou presque ça vous a troublé sur vous-même? Ouais, ça m'a troublé parce que je me disais, mince, c'est bien dans les romans, les catastrophes, mais en vrai, comme on dit, c'est beaucoup plus compliqué à encaisser. De la même façon, ça a été un déclencheur de l'écriture de ce bouquin, lorsqu'on s'est retrouvés tous confinés et à déambuler, quand on pouvait, dans des villes désertes, avec la peur de cette maladie qui se répandait. Je me disais, mais là aussi, j'avais lu ça dans des romans. Je trouvais ça fascinant. J'ai toujours aimé les romans de fin du monde, les solitudes absolues, dans des villes désertes, un petit peu danser, chanter dans les ruines. Je trouvais ça très très bien sur le plan romanesque, sur le plan littéraire. Sauf que là, tout d'un coup, on était dans le film, quoi. On était dans le bouquin. Et là aussi, je ne pense pas être le seul à avoir ressenti ce trouble. Je dirais presque ce porte-à-faux, ce déséquilibre. On avait l'impression tout d'un coup d'avoir raté une marche qu'on n'avait pas vue sous nos pas. Et là, on se dit, mais où on va là? À partir de maintenant, où est-ce qu'on va? Donc, toutes ces petites choses un peu... comment dire ça? Toutes ces petites choses finalement un peu oui, futiles, tous ces petits éléments rassemblés, ont fini par cristalliser dans l'idée vraiment d'écrire le bouquin. Mais ce qui est intéressant, c'est que là, vous avez écrit justement ce roman de manière contemporaine à ces événements. Donc là, l'imagination a parfois précédé la réalité, mais la réalité vous a aussi précédé, Hervé Lecor. Donc finalement, vous dites c'est rassurant de l'avoir sur le papier, mais là, en fait, ce que vous écrivez, on l'a plus que sur le papier. C'est une consolation de se dire que ça peut encore exister en livre et que c'est une manière de s'y échapper, de se dire, c'est pas que la réalité, en fait, c'est aussi quelque chose de mon imagination. Alors, c'est peut-être aussi, alors c'est très inconscient, mais c'est peut-être aussi une façon de figer ça sous une... Comme une cloche. Sous une cloche, oui. En disant, voilà, je sais pas, c'est Rimbaud qui disait au sujet de sa poésie, je fixais des vertiges. Donc à un moment donné, oui, c'est vertigineux, en tout cas de mon point de vue, ce qu'on est en train de vivre. Et à un moment donné, essayer d'organiser ce chaos qui vient, de l'organiser par l'écriture, par le récit, par sa structuration, ça peut être une façon aussi de dire, bon ben voilà, là je tiens mon objet et j'espère qu'il va se tenir tranquille. Mais bon, je sais que c'est extrêmement spécieux comme raisonnement, mais c'est peut-être aussi pour ça qu'on écrit en tout cas que moi j'écris des romans, y compris des romans noirs d'ailleurs, parce que c'est toujours un peu la même idée. On attrape la violence, on essaye de la figer un petit peu dans une espèce de bloc romanesque, pour plus qu'elle bouge, pour ne serait-ce que pouvoir l'observer sans risque, et se dire, bon, elle est là, je sais où elle est, et peut-être qu'un jour on arrivera à maîtriser, à dominer ça.
Et la violence, elle se déchaîne notamment dans la deuxième partie, deuxième époque du roman que vous nous racontez, pardon. En 2120, on est là avec Nour et Clara, et on découvre un autre duo père-fils qui s'appelle Marceau et Léo, et on est dans ce monde en ruine, ce monde, cette planète totalement dévastée que vous nous avez décrite. Ils ont trouvé refuge dans une maison à moitié calcinée à la campagne, qui va être totalement détruite par des pillards, ce qui va les pousser à fuir. L'idée de cette fuite incessante, vitale, nécessaire pour la survie, puisqu'en fait, ce n'est plus que ça, l'idée en tout cas, l'avenir de ces personnages, c'est partir pour survivre. Oui, alors c'est une fuite, c'est aussi une poursuite, parce qu'en même temps, leur premier but, après, ils se perdent un peu, mais leur premier but, c'est de rattraper les pillards qui ont attaqué, qui ont violenté la jeune fille, Clara. Donc c'est l'idée, ça. Au départ, mon idée était d'avoir comme fil rouge une sorte de western. Ce genre de western où on a un type, un genre cavalier solitaire, rentre dans la ferme de ses parents bien-aimés, la trouve détruite, incendiée, les corps partout, et il décide de se lancer avec quelques jours de retard à la poursuite des assassins. C'était ça un petit peu mon idée. Donc c'est à la fois une poursuite. Bon, ils ont tellement de jours de retard qu'il est à peu près impossible de rattraper ces gens. En plus, ils ne savent pas exactement où ils sont passés. Et après, ça devient une fuite, une quête permanente de survie, effectivement. Boire, manger, comment s'y prendre, comment maîtriser sa peur. Et autre chose aussi qui m'est chère, comment chacun trimballe, en tout cas les deux adultes, Nour et Marceau trimballent aussi leurs fantômes, et comment s'accommoder, comment les amener avec eux. Et les faire tenir tranquilles pour pas qu'ils viennent ajouter encore du désespoir à leur vie présente. Vous l'avez décrite, cette société qui s'installe, c'est une société très autoritaire, de surveillance, avec des quartiers de relégation, un contrôle social poussé à outrance aussi, une société qui se réorganise par endroits dans une forme d'état religieux, et puis beaucoup de violences, des viols, des meurtres, des lynchages, des vols, il y a des armes à peu près partout, il faut s'armer pour se défendre. Il est où l'espoir dans ce que vous nous racontez? Parce que vous avez dit, il y a encore ce petit presque qui signifie l'espoir. Il est dans ces personnages féminins, ces 4 générations qui transmettent leurs valeurs, cette humanité dont vous parliez tout à l'heure au début de l'émission. L'espoir, oui, il est incarné par ces personnages féminins, parce qu'elles tiennent debout, parce qu'elles tiennent bon dans la transmission qu'elles essayent de faire de l'humaine condition, des capacités à résister, à se battre. Raison pour laquelle je me suis appliqué à les armer, en particulier. Vous parliez d'armes, elles sont armées, elles se battent, elles savent se servir de leurs armes. Je ne voulais pas, au prétexte d'évoquer des personnages féminins, je ne voulais pas les assigner au rôle de victimes qu'il faudrait protéger ou qu'il faudrait plaindre. On entend en ce moment beaucoup, et je trouve ça extrêmement sain, beaucoup de féministes protester contre cette assignation, cette victimisation qui finalement est complètement stérile et ne débouche jamais sur aucune mesure. Et j'avais ça en tête quand même, de ne pas dire de bêtises là-dessus, et de montrer effectivement des femmes qui sont là, debout, qui sont vraiment des femmes, et qui sont pas des sortes de garçons manqués, bardés de flingues. C'était pas du tout mon idée, puisque j'essaye de montrer, et il est là l'espoir aussi, la tendresse des relations mère-fille, père-fils aussi, hein, puisque entre Marceau et Léo, il y a aussi cette tendresse qui apparaît, donc je voulais pas non plus montrer que cette tendresse-là est purement maternelle, et pas tomber dans les clichés idiots. Voilà, il est là l'espoir, et il est peut-être aussi dans le fait que ils sont à un moment donné, et sans dévoiler, divulgacher quoi que ce soit, à un moment donné, ils entendent parler d'une communauté où peut-être on pourrait
reconstruire quelque chose d'à peu près équilibré sur le plan humain, politique, social, etc. Le néopolar, c'est plutôt un phénomène français. Il me semble que c'est une espèce de dégradation du polar classique. Je pense que le polar classique, il a terminé sa trajectoire, on ne peut plus en faire. On a des dégradations, des décompositions, des reprises qui sont caractérisées d'une part par le babélisme, le syncrétisme, ou je ne sais pas comment on peut appeler ça, mais c'est-à-dire l'irruption à l'intérieur des cadres classiques du polar, de trucs qui sont complètement étrangers aux cadres classiques du polar. L'irruption de choses très littéraires dans un genre qui a priori est un genre antilittéraire. Et puis, accessoirement, en France au moins, ailleurs aussi j'ai l'impression, l'irruption de la politique ouvertement gauchiste très souvent, soit qui tape sur les patrons, soit que vraiment il y ait le triomphe de l'émeute dans les histoires elles-mêmes. La voix de Jean-Patrick Manchette en 1980 et des propos qui vous ont fait sourire ou rire, Hervé Lecor. Pour situer cet auteur donc qui vous a emmené vers l'envie d'écrire du roman noir et le succès que l'on vous connaît aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans ce qu'il vient de dire? Le fait que le genre du roman noir ne soit pas de la littérature, ou peut-être l'engagement politique à l'époque, on est en 1980, de ces auteurs-là? Il y a ces deux points. Le premier point avec lequel je ne suis pas d'accord quand il proteste contre la tendance littéraire de certains auteurs de romans noirs. Il défendait, mais avec une mauvaise foi qu'il assumait par ailleurs avec beaucoup d'ironie et d'humour tel qu'on le connaît. Il assumait cette position d'un roman populaire, d'un roman direct, en prise directe, aussi bien dans ses sujets que dans son écriture sur le réel, alors que lui-même n'a cessé d'écrire des romans hautement littéraires, hautement référentiels. Il avait une culture énorme et il ne cessait de glisser dans ses textes des allusions, des citations apocryphes. C'était incroyable, quoi. Donc, on avait l'impression qu'il disait, en gros, je le fais, mais vous, non. Surtout, gardez-vous-en. Ça lui était réservé. Par exemple, il n'aimait pas du tout le travail que faisaient Jean Vautrin, alors qu'ils ont publié à peu près à la même époque. J'ai toujours trouvé ça horriblement injuste, parce que Vautrin était un très très grand écrivain, et qu'il affirmait, lui, en revanche, le primat de l'écriture. Après, là où je suis d'accord avec lui, c'est quand il s'en prend à ces auteurs de romans noirs qui mettent en premier lieu, au premier plan, le témoignage social, le roman d'enquête, mais donc, du coup d'enquête sociale, de constat social, de critique sociale. Et de dénonciation politique. Et de dénonciation politique, en oubliant d'écrire. C'est-à-dire que ce sont des gens qui rédigent plus qu'ils n'écrivent, et ça peut donner parfois des livres d'un haut intérêt politique ou sociologique pour ceux que ça intéresse, mais d'un assez médiocre niveau littéraire. Et je trouve ça... Et là-dessus, il a raison. Enfin, en tout cas, je suis d'accord avec lui. Je ne sais pas s'il a raison, je ne sais pas si on a raison, mais je suis d'accord avec lui. Qu'est-ce que vous avez voulu faire justement dans vos polars? Là, on parlait de votre dernier livre qui est donc cette dystopie qui n'a pas véritablement de rapport ou de lien avec ce que vous avez pu écrire avant, en tout cas dans la démarche et dans l'imagination, mais quand même il y a des choses en commun sur la description de ces atmosphères, de ces ambiances, de ces paysages qui vont justement dessiner l'intrigue qu'on a commencé à décrire en début d'émission. Ce que ça a de différent, c'est qu'effectivement, c'était déjà la période, c'est que je sors un petit peu des codes du roman noir tel qu'on les entend d'habitude. L'idée, c'est, malgré tout, la continuité avec ce que j'ai fait précédemment, c'est ce que je disais un petit peu tout à l'heure, c'est que c'est un roman de personnages, avant toute chose. C'est-à-dire que je m'intéresse... En cours d'écriture, je fais pas de plan. En cours d'écriture, ce qui apparaît très très vite, c'est tel ou tel personnage auquel je vais m'attacher, m'accrocher, et pour lequel je vais prendre soin de le densifier le plus possible, lui donner le plus d'ambiguïté, d'ambivalence possible, éviter d'en faire un archétype figé.
Donc c'est lui qui vous guide. C'est ça qui m'intéresse en tout cas à faire. Alors, je ne crois pas du tout à certains écrivains disent qu'ils se sont laissés guider par leurs personnages, qui trouvent soudain ont Qu'ils les suivent. ont trouvé Oui. leur autonomie. J'ai pas fait exprès, c'est lui qui a voulu. Non, ça ce sont des bêtises. Enfin, de mon point de vue, non. On assume son rôle de narrateur. C'est l'auteur qui fabrique tout ça. Bon, avec sa petite tête et son petit clavier. Mais en revanche, qu'à un moment donné, on trouve que tel ou tel personnage correspond avec l'idée que je me faisais de l'intrigue, de ce que je voulais atteindre comme but, de ce que je voulais faire ressentir, ou ce que je ressentais moi-même et ce que j'essayais de traduire, ça m'intéresse davantage. Il y a aussi dans votre écriture, votre façon de raconter l'histoire, cette importance des détails, et notamment dans ce dernier roman, mais dans les autres aussi, quelque chose de très sensible. Vous parliez de ces personnages à qui on s'attache. Alors, je ne sais pas si vous nous avez dit que vous n'avez pas de plan dans celui-là, mais j'espère quand même que vous aviez un arbre généalogique, parce que moi, pour suivre tous les personnages, effectivement, il fallait s'accrocher parce qu'ils sont très nombreux. Mais on rentre aussi dans vos écrits et vos romans par les sensations, les odeurs. Il y a quelque chose de très cru aussi dans les descriptions que vous pouvez faire de ces violences, ces assassinats, ces batailles, ces combats. Comment on fait pour être cru sans dépasser les bornes, sans dégoûter son lecteur? Et encore, je vous ai évité le pire. C'est vrai? Non, je le dis en plus, c'est assez. Enfin, vous avez supprimé des pages. C'est même pas une plaisanterie. Non, par exemple, par rapport au personnage de femme. C'est Alice surtout qui souvent se remémore des choses qu'elle a vues, qu'elle a entendues, qu'elle a subies. Et en particulier que ce soit elle ou Rebecca, sa mère. Bon. Et toutes ces femmes, elles en ont vu, elles en ont subi. Et ça, je n'en parle pas. C'est-à-dire que, par exemple, je ne sais pas ce que Rebecca a bien pu subir pendant l'ellipse de plusieurs années que je fabrique dans la chronologie. Mais je suppose, on peut imaginer que ça s'est très mal passé pour elle. Et qu'elle est encore là et qu'elle tient debout. Bon. Et donc c'est pour ça que je dis que j'ai évité le pire. Je vous ai évité le pire, si on peut dire ça, parce que finalement, l'horreur absolue que ces femmes ont pu subir, j'essaye de la laisser hors champ pour me concentrer sur ce qu'elles affrontent à l'instant T dans leur tentative de survie, de transmission, d'amour aussi pour leur gamine. Après, pour ce qui est de la crudité de la violence, c'est toujours le même problème. Je dis tout le temps qu'écrire, d'une façon générale, mais singulièrement dans ce genre de bouquin, écrire, c'est une question d'éthique. Et je me pose constamment la question de savoir jusqu'où je peux aller trop loin. Que ce soit pour les scènes de violence, les scènes de sexe. Et sont des scènes que je trouve toujours horriblement compliquées à écrire, que j'écris et je réécris beaucoup, en essayant. Oui, voilà, c'est un essai. Après, c'est le lecteur et sa sensibilité qui décide et qui juge, en essayant de rester, de dire la violence que je veux exprimer, tout en la rendant, au moins par moi, supportable. J'ai ma petite sensibilité d'auteur. Et même si je ne pense pas trop au lecteur dans ce cas-là, c'est d'abord le premier juge, c'est qu'est-ce que je suis capable de supporter dans ce que je suis en train de décrire. Voilà. Bon, à un moment donné, on se met un peu à distance du texte et on se dit, mais ça là, est-ce que c'est vraiment ça que tu veux faire? Est-ce que c'est ça que tu veux faire subir à ton personnage? Et ce que j'essaye toujours de garder, de leur garder, de leur préserver, c'est la dignité. Ça doit être des personnages de papier. J'essaye de ne jamais leur faire subir des choses, des actes qui pourraient les transformer en simple figure expiatoire ou en simple viande sanglante, juste pour épater la galerie, quoi. Alors ça, c'est très très compliqué à faire. Je suis pas sûr que j'y arrive tout le temps, mais c'est un vrai travail. On l'a entendu dans l'archive de Jean-Patrick Manchette, et vous êtes d'accord avec lui, vous l'avez dit, Hervé Lecor, sur le fait de faire plus un livre de politique finalement qu'un livre
de littérature, mais en développant cette psychologie des personnages, c'est vraiment en vous attachant à eux, en les préservant, en ayant une éthique, vous développez, et vu le sujet en plus, vous développez forcément un certain positionnement politique Bien sûr. de vos personnages et une manière de se tenir face au monde. Je dirais pas une morale, mais presque qu'on y est à ce point-là de la morale, ou en tout cas une éthique. Oui, oui, si vous parlez de politique, effectivement, mais elle doit toujours, d'après moi, rester en second plan. Elle ne doit jamais s'intercaler. Elle s'affiche jamais en tant que telle, vous Non, voulez dire. je refuse absolument ça, je peux pas. J'ai mes opinions, j'ai mes convictions, bon, c'est une chose. Mais j'écris pas des romans reportages, j'écris pas des romans pamphlets. Comme je le disais tout à l'heure, j'écris pas des romans d'enquête ou de constat social, même si le constat, c'est du billard à 3 bandes, il va revenir à un moment donné, il va se produire à un moment donné. Mais bien sûr que parler des sociétés telles que je les imagine en train de s'effondrer, parler ensuite par exemple, lors des communautés qui essayent de se reconstruire, il y en a plusieurs que je mets en scène, qui peuvent être totalitaires, tyranniques, animés par patriarcales, c'est dur à dire, et animés par des fanatiques religieux et des militaires. C'est parler de politique, c'est à un moment donné porter sur ces structures sociales et politiques, peut-être pas un jugement, mais en tout cas montrer de quoi elles sont capables. C'est ça qui m'intéresse finalement. Mais en montrant comment ça fonctionne, mais en évitant le commentaire. La description, ça c'est vraiment le plus important pour vous. J'adore ça. D'abord, je suis assez visuel quand j'écris. Donc j'aime bien je vois tout, et du coup il y a des moments où j'aime bien m'arrêter et être dans la forme de contemplation. Je suis assez contemplatif, donc du coup ça doit se retrouver par moments. Ouais. Merci beaucoup Hervé Lecorre d'être venu dans les Midis de Culture nous présenter votre dernier roman Qui après nous vivrait, aux éditions Payot et Rivage, dans la collection Rivage Noir. Il est disponible depuis hier. Et pour finir, Hervé Lecorre, nous avons choisi 2 chansons, l'une en référence au polar et l'autre sur la science-fiction. Laquelle des 2 souhaitez-vous écouter? Polar ou science-fiction? Science-fiction. XTC, Science Friction. Merci beaucoup Hervé Lecorre d'être venu dans les Midis de Culture, une émission préparée par Aïssatou Ndoye, Anaïs Isbert, Cyril Marchand, Zora Vignel, Laura Dutèche-Pérez et Manon de la Salle. L'émission est réalisée par Louise André et à la prise de son ce midi, Florent Bujon. À demain Géraldine. À demain Nicolas.